Merci de nous rejoindre pour ce webinaire de prise en main rapide de la révolution de la supervision industrielle. Alors, quelle est donc cette révolution? C'est un produit qui s'appelle Ignition, qui est édité par Inductive Automation depuis 2003 et qui est maintenant distribué en France par On Solutions. Une révolution dans le monde de la supervision industrielle. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du premier serveur web pour les applications industrielles, c'est-à-dire tout ce qui va partir du HMI pour la conduite locale jusqu'aux applications d'intégration d'applications en passant par la supervision, l'hypervision et les applications de manufacturing execution system. C'est tout d'abord une solution multiplateforme. C'est une première mondiale, le premier superviseur et au-delà, qui fonctionne sous Windows, OS X, Linux. Et tout ça, ça a été rendu possible grâce à l'adoption d'OPC UA au sein même de la plateforme. C'est ensuite un produit reposant entièrement sur des technologies web, donc par serveur, et avec des technologies extrêmement robustes et extrêmement disponibles, qui permettent de supporter un grand nombre de clients, un grand nombre de transactions, tant du côté des automates que du côté des utilisateurs. C'est aussi un produit qui est bien sûr orienté base de données parce que nous allons manipuler énormément d'informations et que ces informations, il va falloir les partager et il va falloir éventuellement aller les piocher dans d'autres entrepôts de données qui sont disponibles dans l'entreprise. Ces trois éléments, tout d'abord, sont extrêmement importants pour la direction informatique. Pourquoi? Parce que ça rend le produit extrêmement attrayant, parce qu'il est facile d'emploi, il utilise les technologies qui sont d'ores et déjà maîtrisées, Java, les technologies web, euh, les bases de données qui vont de MySQL à DB2 en passant par Oracle et SQL Server par exemple, et surtout qui supportent tous les environnements. Pensez, vous pouvez adapter le matériel et le système d'exploitation à son rôle, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'un serveur enfoui sur lequel vous ne voulez pas faire souvent de mise à jour et vous avez besoin de sécurité importante, vous allez mettre un serveur de type Linux. À l'inverse, vous avez des utilisateurs aujourd'hui dans les bureaux qui utilisent déjà des postes sous Windows de XP euh, à Windows 7, hein, 32 ou 64 bits. Et puis vous avez quelques irréductibles qui travaillent dans certains domaines avec, pourquoi pas, des Macintosh. Pensez à votre client, vous êtes un gestionnaire de bâtiment, mais votre client, lui, fait de l'infographie ou de la vidéo, il a des Macintosh, et donc il a quand même besoin de voir les compteurs d'énergie que vous lui mettez à disposition. Eh bien, toute cette technologie mise en œuvre dans Ignition rend cela possible d'avoir des serveurs et des machines qui s'adaptent au contexte utilisation. Et c'est aussi une solution que les informaticiens aiment beaucoup parce que elle s'inscrit parfaitement dans l'évolution du marché aujourd'hui et de la technologie, c'est-à-dire que euh, l'ensemble de la solution Ignition, de la plateforme Ignition, peut bien sûr se mettre sur des serveurs hébergés chez vous, des serveurs comme solution mais à votre disposition et pour lesquels il vous loue ou vous vend un service global, mais également chez des tiers, c'est-à-dire dans le cloud. Vous avez un infogérant qui virtualise l'ensemble de vos solutions, à la fois les serveurs mais également les bureaux. Eh bien, Ignition permet tout à fait de faire d'applications hébergées, de la virtualisation de bout en bout. Mais ce ne sont pas ces seuls atouts, puisque c'est également un produit qui vous permet d'évoluer avec l'ensemble de vos besoins, puisqu'on va être capable, étant basé sur une licence en mode par serveur et illimité, de faire travailler par exemple plusieurs développeurs simultanément sur des gros projets ou sur plusieurs petits projets, mais également de connecter tous les automates que vous allez rencontrer et tous les équipements communicants dont vous avez besoin. Ça vous permet de ne pas vous limiter à quelques portion de votre entreprise, mais également de distribuer l'information à quiconque en a besoin, soit sur des panels PC en plein écran, des panels PC tactiles en pied de machine, ou dans les salles machines, par exemple, lorsque vous avez des machines de cogénération, par exemple, mais également dans les salles de contrôle en mode fenêtré pour faire de l'application multi-poste, multi-fenêtre. Et puis, vous avez des utilisateurs plus occasionnels ou qui ont des habitudes de travail différentes, qui veulent avoir ça dans un navigateur Internet. Eh bien, c'est également possible. Donc, on peut suivre absolument tous les besoins. Et puis, c'est évolutif parce que les besoins en ressources croissants, eh bien, on a des besoins également de rajouter des machines. Et Ignition va permettre de mettre en œuvre des solutions dites à haute disponibilité. Chez nous, on ne parle pas de redondance, on parle de haute disponibilité, puisqu'on est tout sur des technologies liées à Internet.
Et vous allez pouvoir ajouter ainsi des serveurs pour mettre en place donc des solutions robustes, fiables, qui vont permettre de servir à la fois beaucoup de clients et de remonter beaucoup d'informations dans les bases de données relationnelles. Et parallèlement à ça, ça va mettre en œuvre un mécanisme de load balancing, donc d'équilibrage des charges pour l'ensemble des sessions. Voilà, et tout cela de manière très très transparente et très facile, puisque c'est là des autres avantages de la solution, et vous allez le découvrir, c'est un produit qui est extrêmement simple de mise en œuvre, qui permet de rapidement développer et montrer les premiers résultats des projets. Et c'est véritablement un produit qui s'inscrit là aussi dans l'air du temps, donc dans la facilité d'utilisation, et qui va vous permettre d'être encore plus performant. À l'heure actuelle, nous parlons quand même beaucoup de crise, d'économie, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'énergie, de la production et le domaine de la performance. Eh bien, Ignition va vous permettre cela en étant extrêmement efficace, à la fois techniquement, en étant très agile, mais également en termes de coût, puisque c'est aussi un produit qui, étant vendu en licence par serveur, et avec un modèle économique totalement nouveau dans le monde de la supervision, puisqu'on ne compte plus ni les variables, ni les clients, on ne fait plus payer les outils de développement, et une solution ne vous facture pas le support technique. Donc on est vraiment sur un mode totalement différent, et s'il doit normalement concourir à vous rendre plus agile, plus performant, et nous voulons vous aider en cela. Alors, avant de passer à l'installation et à la démonstration en elle-même, un rapide rappel de l'architecture que nous allons mettre en œuvre. Nous allons installer tout d'abord un logiciel qui s'appelle la Gateway, et à partir de cet logiciel, de sa page web de configuration, on va configurer des connexions à un ou plusieurs automates. Nous, on va utiliser un simulateur en OPC UA, en OPC DA, en fonction de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Une connexion à une ou plusieurs bases de données. Alors pourquoi plusieurs? Parce que, bien sûr, on a besoin d'une base de données pour stocker les informations lorsqu'on va mettre en œuvre les fonctions d'historian et les fonctions de transactionnel. Mais dans un système industriel ou un système d'entreprise, on va avoir la nécessité d'aller lire des informations, comme par exemple des recettes dans un ERP ou des ordres de fabrication, où on va aller mettre à jour des informations de qualité ou des informations de maintenance comme le taux de disponibilité, etc. Donc on a besoin de se connecter simultanément à des bases de données d'origine différentes en lecture et ou en écriture. Et puis ensuite on va paramétrer et lancer en mode web des clients bleus qui sont des clients de type développeur. On peut développer à plusieurs sur une Gateway Ignition, sur le même projet ou sur des projets différents, puisque c'est un serveur qui héberge plusieurs projets. C'est ça qui est fondamental et qui est intéressant. On va partager les ressources. Et puis, bien sûr, autant de clients que nécessaire. Voilà, ça va vous permettre de bâtir un premier système évolutif et de faire ensuite évoluer l'architecture en fonction de vos besoins. Ben, je crois que, et c'est notre habitude, on va faire une démonstration directement. C'est quand même la chose la plus intéressante. Alors, chez nous, une démonstration, ben, ça commence par l'installation. C'est une chose assez peu courante, mais c'est quand même pour nous la démonstration même de la facilité de la mise en œuvre et vraiment de la fiabilité du produit. Une installation qui se fait en un seul point, je le rappelle, donc sur un serveur. Donc ici, on est sur une machine Windows 7 entreprise. On installe une seule fois. L'ensemble des outils sont sur le serveur, et ça, c'est très très important parce que ça veut dire que vous avez toujours l'outil de paramétrage en mode web qui correspond à la version des projets que vous avez déployés. Si vous êtes intégrateur ou si vous êtes une force de support technique pour vos utilisateurs dans l'industrie, pensez au nombre de fois où vous vous êtes rendu chez un client et où vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas le bon dongle et donc la bonne version de l'outil de développement pour pouvoir effectuer les modifications ou les contrôles que vous aviez besoin de faire. Eh bien, ça n'existe plus, puisqu'on est toujours sur un serveur tout à fait atomique, c'est-à-dire qui comprend tous les éléments de manière intègre, qui vont du développement, de l'acquisition, jusqu'au déploiement des clients. Voilà. La fin de l'installation lance le service. Donc sous Windows, on est sur un service Windows classique qui se démarre automatiquement. Et sur une machine Linux, OS X ou HPUX, on est sur un processus qui se lance là aussi avec des privilèges au démarrage. Voilà. Et puis on se retrouve sur une page web. Donc Ignition vous lance automatiquement une page web et on vous donne quelques instructions. Il y a 5 étapes principales pour pouvoir démarrer. Moi, je vais cacher ce panneau. Je les connais, je vais vous guider à travers cette première configuration. Alors, premier login, admin password. Ça, c'est le login par défaut.
qu'on peut bien sûr modifier, puisque quand on va dans les authentifications, on peut s'authentifier soit en Active Directory, soit sur un mixte, c'est-à-dire un hybride Active Directory ou base locale ou base externe, une base de données purement de type SQL, hein, qui existe assez fréquemment, et puis ou alors une authentification interne. Voilà. Alors, les différentes étapes qu'on a à faire, on va les dérouler juste après que je vous ai présenté les différents modules installés. On a installé de base, et je vous rappelle, nous sommes sur une machine Windows, les drivers de communication Ethernet IP pour les automates Allen Bradley, les drivers Modbus TCP, le serveur OPC UA multiplateforme, le serveur OPC COM parce qu'on est sous Windows, le module de reporting, SQL Bridge qui s'appelait avant Factory SQL, je rappelle que le produit existe depuis 2003, donc ce n'est pas un nouveau produit, les drivers de communication UDP et TCP, la documentation et le module Vision qui s'appelait avant Factory PMI pour Plan to Management Interface. On va l'utiliser tout au long de la présentation. Voilà. Première chose à faire, c'est de définir un serveur OPC. Donc nous avons créé automatiquement un serveur OPC UA Ignition. Nous allons créer une connexion à un serveur OPC de type DA, qui est un serveur Kepware. Deuxième chose à effectuer, c'est de rajouter les équipements. Alors, nous n'avons pas d'automate à disposition, mais on va pouvoir utiliser un simulateur qui va venir se retrouver sous le serveur OPC UA. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va créer les connexions en base de données. On va s'en créer 3 pour montrer un peu la variété et la manière dont ça se configure. Donc, première connexion sur SQL Express. Alors qu'on va appeler SQL Express, qu'on va appeler par exemple historique. Pourquoi? Parce qu'on va les stocker à l'intérieur des historiques. Deuxième connexion en MySQL, qu'on va appeler MySQL Transact, simplement parce qu'on va aller y mettre des données de type transactionnel. Et puis une dernière connexion sur laquelle on sera en lecture pour montrer comment justement dans le cadre d'une application intégrée à l'entreprise, on va télécharger des informations qu'on va appeler Oracle. Et là c'est une base de ressources humaines, donc on va l'appeler Oracle RH. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on a un petit outil ici qui nous permet de vérifier si tout fonctionne bien. Donc visiblement j'ai évidemment mon SQL Express ne fonctionne pas, mais ça c'est normal, ça fait partie des joies du direct. C'est normal, ici c'est SQL Express. Donc on peut travailler avec de l'Express ou du SQL normal. Voilà. Il faut peut-être que je me remette mes utilisateurs, s'il n'en veut pas. Non, effectivement. Hop, connexion. SQL Express historique, SQL Express sur ma base test. Et je suis en SA, je vais remettre mes utilisateurs. Voilà, bon, désolé pour le contretemps, mais au moins ça vous montre que c'est contrôlé et que ça fonctionne bien. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a terminé, on va pouvoir lancer donc notre designer. Donc notre outil de paramétrage, que je rappelle, est sur le serveur qui se lance en Java Web Start et qui est un outil multi-utilisateur. Donc on est en accès concurrent, illimité, illimité uniquement par les ressources de la machine et multi-projet. Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler sur plusieurs projets, simultanément à plusieurs, ou sur le même projet, éventuellement, si on a un gros projet et qu'on est plusieurs développeurs à intervenir dessus. L'intérêt aussi d'être en web, c'est que eh bien, par domaine, eh bien, les utilisateurs et les développeurs peuvent se retrouver dans des lieux géographiques différents. Celui qui va s'occuper de la partie liée à la maintenance peut le faire depuis son bureau. Celui qui va s'occuper de la partie plutôt contrôle-commande va le faire également de son bureau, voire d'un autre site. Et donc c'est une grande souplesse qu'on vous apporte. Alors vous avez vu qu'on a lancé ça depuis un lien Internet.
on n'a pas de projet, on va s'en créer un nouveau, qu'on va appeler démo, et on va se retrouver devant une interface tout à fait comparable à une application lourde, hein, alors qu'on est bien en mode web puisqu'on l'a lancé depuis une page internet. Voilà. Alors, je ne m'attarderai pas sur la présentation de l'interface, ce n'est pas l'objet. Ici, on veut simplement aller rapidement regarder comment ça fonctionne. Première chose à faire, bien sûr, c'est de rapporter des informations qui viennent des machines connectées en OPC, des automates connectés en OPC. Donc, on va se prendre quelques rampes. Voilà, 3 rampes. Donc, on peut faire des drag and drop, je dirais comme ça, ou peut-être d'un dossier complet. On peut ramener un automate complet si on le veut. Et puis, on n'a pas trop de soucis, puisqu'on est, je vous rappelle qu'on n'est pas limité en nombre de variables, donc on ne se pose pas la question de savoir est-ce que je dois les mettre ou pas. On les remonte, et puis ensuite, on fait le tri si on en a besoin. On va se mettre quelques sinus parce que c'est toujours sympa de voir des sinus bouger. Voilà, donc là on était sur notre device de simulation et on va remonter quelques informations qui viendraient par exemple dans ce point une rampe et puis qu'est-ce qu'on a? On a des randoms là, voilà, qui viennent de notre serveur Kepware. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut voir donc que les données sont rafraîchies automatiquement et si on regarde sur un item particulier, eh bien on s'aperçoit qu'on a énormément d'informations, de propriétés qui sont directement renseignées, notamment la dernière lecture, le chemin de l'item sur le serveur OPC, et puis sa qualité, et puis sa scan class. La scan class, c'est la fréquence à laquelle on va revenir aller lire les informations. Donc là, on a la scan class par défaut qui est créée, qui est à la seconde. On peut s'en créer aussi autant qu'on veut et autant qu'on en a besoin. Voilà. Alors, puisqu'on est sur cette variable, on va commencer peut-être par aller regarder un peu plus en détail ce qu'elle comporte. Donc, bien sûr, des informations générales sur son type qui sont remontées directement du serveur au PC. On a éventuellement des possibilités de mise à l'échelle ici de type linéaire ou racine carrée pour les débits, très utile. Et puis un mode clamp, c'est-à-dire comment on se comporte lorsqu'on arrive en saturation. Voilà. Et puis éventuellement une bande morte. Les métadatas, si on est face à un serveur OPC qui comporte les métadatas, on peut remonter, ça arrive dans certains cas, par exemple lorsqu'on est connecté à un serveur OPC BACnet, on remonte les unités et tout un tas d'informations. Donc là, si on a une unité, on est ici sur une rampe, on va dire que c'est une cuve, donc on va parler de litres. Voilà, puis j'applique ma modification. Et on va voir tout à l'heure que ces informations sont reprises directement dans l'interface. Voilà, on a aussi des possibilités donc, de limiter l'accès. Des fonctions d'historian qu'on verra tout à l'heure, et puis des fonctions d'alarme. Ici, on va créer simplement une alarme pour montrer comment ça fonctionne. On peut se créer plusieurs seuils, donc ici on va dire c'est le seuil 1, et on va dire quand on est au-dessus de 45, voilà, et au-delà, on est en alarme seuil 1, et puis on va dire ça concerne tout ce qui est lié au cuve. Voilà, on a des possibilités de ce qu'on appelle des display tasks, mais qui sont en réalité des catégories pour pouvoir faire ensuite des filtres sur les afficheurs. Voilà. Notez au passage que le système permet d'envoyer des alertes, c'est pour ça que ça s'appelle alerting, des alertes par email et par SMS directement depuis le serveur. Hein. Donc on a des fonctions de notification directement intégrées. Voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien on va afficher les informations et puis on va voir ce que ça donne. Donc, on prend simplement un item, on fait un drag and drop, et puis là, Ignition détecte que c'est une variable analogique, donc on peut afficher sous forme de tank. Voilà, donc il nous propose de l'afficher sous forme de tank. On avait rajouté une unité, donc déjà au passage on va voir que l'unité se retrouve maintenant présente voilà, ici, voilà, et on va pouvoir également l'afficher. Donc ici on va sur les informations standards, et puis je vais non pas afficher la valeur en pourcentage, mais la valeur réelle, c'est-à-dire 64 litres sur 100. Voilà, donc simplement pour montrer comment ça fonctionne. Alors, autre type d'afficheur, hein, on peut très bien prendre une cuve ici, la déposer et faire un drag and drop de la variable. Il y a plusieurs manières de procéder en fonction de vos besoins. Hop là, pardon, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai une fonction annulée, je vais annuler. Là, c'est lui que je voulais supprimer. Voilà. On va se rajouter éventuellement une autre information pour avoir un autre type d'afficheur. On va se mettre par exemple en LED display. Et puis on a réalisé comme ça notre
première je dirais, interface. On va regarder tout de suite ce que ça donne en lançant directement le projet. Alors le projet, on peut le lancer sous forme de mode fenêtré, ou en mode applet, ou en mode plein écran, d'accord, directement depuis l'interface. Nous, on va le lancer, je vais l'enregistrer d'abord, en mode fenêtré, applet. Et le mode fenêtré, je vais le lancer directement depuis ici, la page d'accueil. Voilà, pendant que ça se lance de l'autre côté, vous voyez que le projet est apparu sur mon interface. Donc je peux bien sûr plier tout ça et le faire disparaître totalement si je le souhaite. Et je vais lancer ici en mode fenêtré. Donc ça, pendant que ça se lance, je vais me loguer. On va voir comment ça se passe ici. Voilà, admin password. Et ici, je vais me loguer également admin password. Voilà, donc je me retrouve avec deux clients connectés, voilà, sur une application que je viens de développer. Voilà, donc une embarquée dans une page web et l'autre en mode fenêtré, où on aurait pu l'avoir en mode de plein écran. Je reviens sur mon designer. Et puis on va continuer, on va rajouter des éléments. Alors je vais peut-être rajouter un élément en écriture, pour que vous voyez un peu également des écritures. On va se prendre un writable short. Voilà, je fais un drop. Il faut que je le fasse sur le dossier, c'est mieux. Voilà. Et puis cet élément, je vais le mettre ici. Et puis là, on me dit que je peux bien sûr le contrôler. Donc je vais dire que je vais le contrôler à partir d'un bouton. Voilà. Et puis je vais bien sûr aller visualiser son état. Donc un état, un indicateur multi-état. Voilà. Et bien simplement en faisant ça, j'ai réalisé une animation. Donc là, on me dit que j'ai pas le droit d'écrire, parce que effectivement, je ne suis pas en mode bidirectionnel. Donc maintenant, je peux effectuer des écritures. Et donc on est bien là en lecture et en écriture. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point. Alors si j'enregistre, et puis on va quand même regarder ce qui se passe au niveau de mon interface. Voilà, on me dit que j'ai une mise à jour. Est-ce que je la veux? Je dis oui. Et automatiquement, ma mise à jour apparaît ici. Donc on est bien dans un mode de développement et de mise à jour online, sans aucun arrêt des serveurs et sans redémarrage. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va avancer un peu plus et on va commencer à faire, par exemple, de l'historian. On nous a dit que ce qui serait pas mal, c'est de mettre en œuvre de l'historian. Donc, premier moyen pour faire de l'historian, c'est de sélectionner les variables qui nous intéressent, de faire de l'édition multiple de mes tags, et puis je vais venir ici activer les fonctions historian. Voilà. Première chose qu'on me demande, c'est où est-ce que je veux les enregistrer. Donc, je m'étais créé plusieurs connexions en base de données, je vais me connecter donc à SQL Express, historique. Quelle est ma classe d'historisation? Souvenez-vous, il y a une classe à 1 seconde, une classe à 10 secondes. Je valide. Une fois que c'est fait, le système me rappelle que j'ai, ici avec les drapeaux, que j'ai mis en œuvre de l'historian. Voilà. Je n'ai rien d'autre à faire. Mes données sont enregistrées automatiquement et je fais de l'historian sur une base qui est peut-être n'importe où et surtout qui existe déjà peut-être. Et une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant venir visualiser, matérialiser ces données sous forme de courbe. Voilà. Ici, on a un objet courbe qui peut fonctionner en mode historique ou en mode temps réel. On va se mettre par exemple par défaut en temps réel. Et puis là, j'ai les 5 dernières minutes. Comme je viens de démarrer, je vais aller modifier ces paramètres. Je vais dire, je veux voir plutôt les 45 dernières secondes. Voilà, mais on peut le changer en exécution. Il faut maintenant que je fasse un drag and drop des variables que je veux voir. Et nous sommes ici donc devant notre courbe. Et puis je peux bien sûr tout à fait modifier ça. Voilà. Encore une fois, j'enregistre mon projet. Et puis je viens regarder ici ce qu'on me dit. Et on me dit qu'effectivement c'est à jour. Et je récupère instantanément et automatiquement mon projet. Alors tant qu'on est là, je vais vous montrer une petite fonction assez intéressante. Je peux, bien sûr, si la courbe bleue me dérange, je peux changer sa couleur. Voilà. Il faut que je fasse appliquer, parce que je n'ai pas mis application automatique. Voilà. Mais j'ai bien sûr ici la possibilité de dire que je fais une application automatique.
Voilà, juste aussi pour le plaisir de vous montrer la simplicité et la rapidité. Voilà, donc je ne veux pas voir la verte. Voilà. Et puis, une fois que je suis là, ben, ce que je veux faire, c'est par exemple, ben, je veux en voir un peu plus. Voilà, et puis je vais faire une pause, et puis je veux bien analyser ce qui se passe. Donc là, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais même changer la couleur parce que je vois mieux comme ça. Et puis je vais venir ajouter, par exemple, des traces. Voilà, et puis je vais pouvoir comme ça observer ce qui se passe. Mais une fois que j'ai fait l'analyse de mon phénomène, eh bien, je peux demander à exporter mes informations, donc directement dans un format éditable parfaitement connu de tout le monde, hein, qui est un format Excel. Ensuite, une fois que c'est fait, pardon, eh bien, je vais venir utiliser mon fichier directement dans Excel. Voilà. Et là, j'ai à disposition toute la souplesse de l'outil, qu'on connaît bien hein, depuis de nombreuses années et que vous utilisez très certainement aujourd'hui. Eh bien, vous avez là vu comment on fait de l'historiade, comment on récupère des données, comment on les utilise directement dans Ignition, mais également comment on peut les utiliser avec les nouvelles fonctionnalités que nous met à disposition Microsoft, comme notamment cet outil qui est assez sympa, qui permet de faire des courbes de tendance très simplement et de regarder ce qui se passe, voilà, en mettant le premier point, le dernier point, les points hauts, les points bas. Voilà, ça permet comme ça de très simplement de se mettre des indicateurs et de voir ce qui se passe au niveau de l'ensemble de vos variables. Voilà. Donc, mon objectif n'est pas de vous parler d'Office et de Microsoft, mais plutôt de vous parler d'Ignition. Donc on va continuer. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut maintenant ensuite aller regarder une autre forme de mise en œuvre qui va être la mise en œuvre de groupes de transactions. Alors, le groupe de transactions, on va créer un groupe de transactions pour stocker en base de données. Alors, soit par exemple pour faire de l'historique, comme on avait fait ici avec les rampes, hein, ça c'est un autre mode qu'on va pouvoir utiliser. Donc, je sélectionne mes rampes, je dis que je veux historiser dans ma table d'historique, dans une table que je vais appeler historique démo. Voilà. Je vais enregistrer ça toutes les secondes avec le timestamp. Je valide, j'enregistre. Voilà. J'ai activé et j'enregistre. C'est l'effet démo, voilà. Et ça y est, c'est parti, j'enregistre mes 3 rampes. Ici, on voit le nombre d'exécutions et j'ai un outil qui me permet directement de visualiser le contenu de ma base. Donc, je suis bien sûr dans SQL Express et je viens voir ici ma table qui se remplit toutes les secondes. Hein. Donc, c'est deux utilisations différentes. L'intérêt d'utiliser les groupes d'historique, c'est qu'on peut bien sûr aller sélectionner une base de données existante et aller renseigner dans cette base, puisqu'ici on peut modifier le nom de la cible, et bien directement une colonne existante. D'accord. Donc ça permet comme ça de venir compléter des modèles hein, et de changer des modèles. Voilà. Mais ce n'est pas ce qu'on va utiliser. Nous, on va vous montrer plutôt autre chose qui est l'utilisation des groupes transactionnels. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller enregistrer un groupe standard. Voilà. Le groupe standard, c'est quelque chose qu'on va déclencher. Alors, on va le renommer. Je vais l'appeler transaction. Voilà. C'est le groupe de transactions et le groupe standard, c'est quelque chose qu'on va déclencher. Donc c'est très très utile pour par exemple faire des suivis de l'eau, des suivis de consommation lorsqu'on va démarrer une installation. Donc imaginons que je veux, voilà, que ici j'ai mes randoms, ce soit des valeurs par exemple de puissance électrique hein, ou d'intensité, et que je veuille démarrer mes enregistrements au moment où je démarre mon moteur. Et bien je vais récupérer la valeur ici, enfin mon trigger, je le mets en acquisition. Celui-ci, je ne veux pas l'enregistrer dans ma base, donc je vais le mettre en lecture seulement. Et puis je vais dire ici que je vais déclencher ce groupe sur un trigger qui va s'appeler writable short. Et je vais dire que quand il est supérieur à 0, eh bien je fais mon enregistrement. Et comment j'effectue cet enregistrement? Dans une base de données qui sera plutôt transactionnelle et que je vais appeler par exemple intensité moteur. Voilà, je vais stocker le timestamp, etc. Et puis une fois que j'ai fait ça, j'active, j'enregistre. Voilà. Et puis là, effectivement, j'enregistre automatiquement. Pourquoi? Parce que si je vais regarder ici sur ma fenêtre, et je vais en profiter pour aller lancer un autre outil
va me permettre de voir comment je l'appelais, intensité moteur. Voilà, je fais un select étoile d'intensité moteur. Je rafraîchis automatiquement, donc je vois que j'ai 20, 22, et c'est normal parce que mon déclencheur était à 1. Lorsque je l'arrête, eh bien, je n'ai plus d'enregistrement. D'accord? Vous voyez qu'ici, ça ne se rafraîchit plus. Je peux exécuter ma requête, ça ne se rafraîchit plus. Et dès lors que je vais changer ma valeur et passer à une valeur supérieure à 1, eh bien, je vais retrouver mes enregistrements. Donc là, on a vu comment on faisait de l'historian, comment on faisait du transactionnel. Donc c'est extrêmement utile. Alors, chose que je ne vous ai pas montré, là, tenez, sur les courbes, puisqu'on y est encore, c'est que ces courbes-là, il faut que j'arrête, sont tout à fait paramétrables. Et on peut rajouter bien sûr des valeurs calculées automatiquement, notamment des valeurs constantes. Là, si on veut rajouter par exemple des seuils, on peut rajouter plusieurs seuils. Des cartes de contrôle statistiques et des moyennes mobiles. On va sélectionner la moyenne, enfin la courbe sur laquelle on veut faire la moyenne, et puis la taille de la fenêtre. Donc ça, c'est une des premières choses. Comme on peut rajouter différents axes, hein, autant d'axes qu'on veut, notamment des axes X et des sous-courbes, eh bien, on va pouvoir également rajouter ici des courbes qui viendraient d'une autre base de données. Alors, à quoi ça peut servir? Eh bien, ça peut servir notamment à afficher ce qu'on appelle des profils. Imaginons que vous suiviez des batchs, et bien on va pouvoir rajouter en superposition sur un axe de temps décalé des profils de type Golden Batch. Voilà, hein, donc ça c'est aussi assez intéressant pour les suivis de profils. Et bien sûr, c'est directement pris en compte par le produit. Voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va aller rajouter par exemple une alarme. Tout à l'heure, souvenez-vous, on a mis une alarme sur la rampe 1 et j'ai oublié de vous en parler, donc je vais vous en parler maintenant. Voilà, c'est simple, hein, il suffit de déposer le tableau d'alarme et puis vous avez automatiquement vos alarmes hein, qui viennent s'afficher. Donc je vais enregistrer mon projet, je vais le mettre à jour ici et dans mon navigateur. Voilà, et puis là, lorsque je vais passer 45, j'ai mon alarme qui apparaît que je peux acquitter ensuite si je veux. Voilà. Revenons dans notre designer. Donc on a vu la création de quelques gadgets. Et puis ce qu'on va voir maintenant, qui moi m'intéresse et me plaît beaucoup, c'est comment on peut aller lire des informations qui viennent d'une autre base de données. Donc on va là aussi sortir une table. Voilà. Cette table, on va aller la lier. Vous allez voir que les mécanismes finalement de création sont très très simples. On va lier le contenu de la table à quelque chose et à quoi? À une base de données. Donc plusieurs manières. Soit je fais une requête à la main, soit je vais aller naviguer dans les bases disponibles. Donc là, on va aller voir la base Oracle ressources humaines. Et j'ai une table qui correspond à mes détails de mes employés. Voilà. Et je veux aller sélectionner des informations qui correspondent alors au nom, prénom, ça m'intéresse. Je veux le prénom, je veux le nom. Je veux ensuite le salaire, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais bien le département, le job, la ville, et éventuellement voilà, l'État. Donc plutôt, peut-être pas l'État, le pays. Voilà. Donc là, Ignition me répare pour moi la requête que je vais utiliser directement. Donc là, on a une petite requête qui s'est mise, qui vient peupler directement mon tableau. Donc ça, c'est assez intéressant. Simplement, là, j'ai beaucoup d'informations. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir les filtrer. Hein. Ce qui m'intéresse, imaginons que ce soit des données de recettes. Je veux chercher une recette particulière. Eh bien là, je vais chercher une ville particulière, par exemple. Eh bien, très simplement, je vais aller mettre un champ de saisie texte que je vais positionner idéalement au-dessus de ma ville, parce que c'est ce que je veux regarder. Voilà. Et puis, je vais aller modifier ma requête en passant ici en mode requête. Alors, bien sûr, là, il faut connaître un peu d'SQL, mais je vous rappelle que vos informaticiens savent le faire. Et puis, je vais rajouter une clause where. Alors ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès à 100% du langage SQL hein, directement depuis Ignition. Et ce que je veux, c'est filtrer sur ma ville. Donc, je vais faire silty et comme. Voilà. Et comme quoi? Eh bien, très simplement, comme ce que je vais saisir dans mon champ texte. Tout simplement. Voilà. Je passe en exécution et je vais voir par exemple qui se trouve à Oxford. Alors c'est case sensitive, attention, voilà. Voilà les personnes qui se trouvent à Oxford.
J'ai vu qu'il y avait un Munich, tous ceux qui sont à Munich, tous ceux qui sont à Seattle, tous ceux qui sont à Londres, voilà, etc., etc. Donc vous avez vu quand même la facilité de mise en œuvre. Alors ce que je peux vous montrer aussi sur l'étape tant qu'on est là, et puis je pense qu'on en terminera là, sinon on peut bien sûr continuer très très longtemps, c'est vous montrer comment on peut personnaliser une table. Hein. Tout à l'heure on a fait des enregistrements, eh bien on va aller positionner une table ici, on va aller comme tout à l'heure lier à des informations, et puis on va aller regarder notamment, pardon, à une table, au niveau transactionnel, non plutôt quelque chose, on va le faire là, on va aller chercher donc mes intensités moteurs, voilà, j'ai un index qu'il faut que j'enlève, et moi ce que je veux voir c'est ben voilà, les valeurs et le timestamp, et je veux mettre ça à jour toutes les secondes. Voilà. Ok, et ben on a remonté automatiquement les informations. Par contre la date ici ne me plaît pas, donc je fais un clic droit sur ma table, je vais modifier son comportement, et je vais dire par exemple que je veux avoir un format de date, pardon, particulier, donc je veux que ce soit par exemple jour, mois, année, et puis je veux l'heure, les minutes et la seconde. Voilà, ça c'est fait. Et puis ici, bah, je sais que c'est l'intensité moteur 1, donc je vais changer le nom, intensité moteur 1. Voilà, bon, je ne vais pas changer l'autre. Et puis, comme c'est une variable analogique, je dis je veux que ça évolue entre 0 et 1000. Voilà, et que je vais y mettre une couleur, une intensité de cette couleur-là. Voilà. D'accord. Donc, comment très simplement on peut, si je ordonne par le timestamp, on va voir, ça se rafraîchit automatiquement toutes les secondes. Alors vous avez vu comment on peut simplement remonter des informations, les afficher, comment on peut aller filtrer des informations. Voilà, donc ça vous montre un peu les possibilités de l'outil, donc voir qu'on peut faire bien sûr des applications orientées supervision HMI SCADA, mais ça peut aussi remplacer tous les frontaux que vous avez développés en spécifique, en VB, en WinDev par exemple, hein, et qui sont difficiles de mise en œuvre et de déploiement. Là je vous rappelle, on installe une seule fois, on déploie autant de fois que nécessaire, et surtout un seul point de mise à jour, un seul point de mise en œuvre, et ce point c'est ce serveur web, c'est cet endroit-là où tout se passe. Voilà. Mon petit dernier point ici avant de nous quitter, on voit le nombre de clients qui sont ouverts, on voit les objets auxquels ils sont abonnés, et on voit également les adresses IP dans lesquelles ils travaillent. Voilà. Je reviens à ma présentation. Alors, nous venons de terminer la démonstration. Alors, nous allons voir finalement ce qu'on peut faire avec ce produit. Les possibilités sont assez nombreuses. Et finalement, le champ se limite uniquement par votre imagination. Donc on peut absolument tout faire, du simple HMI au manufacturing exécution, et bien sûr aux applications d'entreprise, du HMI local qui en l'occurrence est gratuit. On peut bien sûr faire des applications de supervision et d'hypervision. On l'a vu très simplement, la mise en œuvre d'historiens des moteurs transactionnels, y compris sur des modes complètement délocalisés, découplés. Et ça, c'est intéressant pour venir compléter un système de supervision en place qui n'aurait pas ces fonctions, ou en tout cas qui serait complexe ou coûteuse à mettre en œuvre. On peut faire un traceur de courbe à haute performance, hein, très utilisé dans le domaine des cuisines centrales par exemple. On peut enregistrer un nombre important d'informations en base de données et les restituer sous forme de courbe. Et bien sûr, tout ce qui est intégration à l'entreprise, on l'a vu, comment on pouvait lire des informations dans une base qui viendrait d'un ERP, et bien sûr, comment on peut aller y écrire également. Tout ce qui va concerner le suivi statistique et les moniteurs, les indicateurs de performance, un moteur d'alerte, d'alarme par email et par SMS, puisque cette fonctionnalité est intégrée directement dans le produit. Bien sûr, on peut utiliser Ignition comme étant une passerelle au PCUA pour relier plusieurs sites. Et là aussi, si vous utilisez uniquement le serveur au PCUA, ce serveur est gratuit, etc. etc. Voilà, donc plus proche de chez nous et d'une manière générale dans l'entreprise, si on veut s'attaquer à l'amélioration des coûts de structure, on va pouvoir mettre en œuvre des solutions pour la gestion fine des stocks dans l'atelier en pied de machine, dans les matières consommées. Un suivi aussi très performant au niveau des énergies, très simplement.
Un système de maintenance, là aussi mis en œuvre en temps réel pour faire tout ce qui est downtown analysis et sortir l'ensemble des rapports et des indicateurs. On va, au niveau de l'efficacité des opérations, ben, on va pouvoir être plus fin au niveau de la planification et de l'exécution, ben, tout simplement parce que on est capable ben, de se connecter en temps réel aux ateliers et de relier les applicatifs d'ateliers et d'entreprises. Et puis on peut bien sûr monitorer et ajuster les performances de l'installation. Voilà. Des exigences réglementaires, on va pouvoir mettre en œuvre tous les rapports nécessaires au niveau de la conformité des produits, au niveau de la qualité, etc., etc. Voilà. Alors, quelques images hein, pour vous illustrer ça. Par exemple, un tableau de bord qui va montrer du TRS avec le top 3 ou les top N des causes d'arrêt et les top N des pièces défectueuses avec des répartitions en camembert. Ici, lorsqu'on est au niveau de la salle de machine, bien sûr, un suivi sous forme de courbe et sous forme de tableau des installations, du synoptique traditionnel. En salle de contrôle, là, bien sûr, toutes les fonctionnalités standards de graphisme qu'on a avec un package SCADA traditionnel. Et puis, en pied de machine, on peut bien sûr avoir d'autres types d'indicateurs hein, pour le personnel de qualité ou de maintenance. Voilà. Si on a besoin de faire de l'analyse, on a parlé tout à l'heure de traceurs de courbes, eh bien, vous avez vu qu'on peut parfaitement avoir des utilisateurs qui vont faire simplement de l'analyse de courbes pour regarder ce qui se passe et éventuellement sortir des nouveaux réglages pour les installations ou ajuster des paramètres pour la régulation des bâtiments par exemple. Voilà, au niveau des rapports, on ne l'a pas vu, mais on a un module de rapport extrêmement puissant. Eh bien, on peut bien sûr générer automatiquement, et toujours pareil, tout à fait illimité et en mode web, des rapports qu'on va pouvoir imprimer en PDF et des rapports dynamiques. On va faire une démonstration, un webinar dans quelques jours. Vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Voilà. On continue notre analyse et puis bien sûr, hein, on l'a pas évoqué, mais comme tout est enregistré en base de données relationnelle, on a un schéma d'audit log qui permet d'analyser extrêmement finement tout ce qui se passe hein, au niveau de l'installation, qui s'est logué, qui a modifié quoi, quelle était l'ancienne valeur, la nouvelle valeur, etc., etc. Donc vos installations du point de vue réglementaire, tout ce qui est CFR 21 part 11 ou bien directive de traçabilité agroalimentaire, eh bien vous allez pouvoir bien sûr le mettre en œuvre. Voilà. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir voir ce que font nos clients hein, avec Ignition. Vous allez sur notre site et puis vous allez voir des vidéos, des webinars en fait, où là nos utilisateurs témoignent, hein, des gens dans le domaine de la gestion de l'énergie pour les data centers, des installations dans le domaine de l'eau, hein, du traitement de l'eau, Coca-Cola qui fait un suivi complet de ces installations, y compris la gestion des recettes, etc., et le nettoyage en place. Une brasserie, si vous aimez la bière, vous serez agréablement surpris de voir que Sierra Nevada produit sa bière avec les solutions d'additive automation. Là, on a une usine d'embouteillage qui utilise des machines Sidel et ces machines Sidel sont contrôlées également par Inductive Automation. Voilà. Quelques rappels de ce que disent nos clients, mais ça c'est vraiment notre fierté. Je pense qu'une fois qu'on a touché le produit et qu'on l'a mis en œuvre, on est parfaitement à l'aise avec et on s'aperçoit de tout le potentiel hein, qu'on peut libérer, à la fois pour nous, je dirais, intégrateurs et spécialistes de la technique. Ça nous laisse vraiment l'esprit libre. Pour le gestionnaire qui doit payer, parce que finalement il ne se pose plus la question de savoir combien ça va coûter, parce que on achète une fois la licence et tout absolument illimité. Et puis pour l'utilisateur qui peut finalement demander un peu tout ce qu'il veut et il va avoir rapidement son résultat directement sur son bureau ou sur son portable en mobilité puisqu'on est sur de la technologie web. Voilà, eh bien il ne reste plus qu'à vous remercier et puis à vous attendre sur notre site internet hein, www.on-solution.net et merci, à très bientôt pour un nouveau webinaire.